De passer une agréable soirée sur France 3. Par tous les temps avec vous, c'est votre météo sur France 3 avec Adréa. Adréa Mutuelle, santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. La Cour d'appel de Grenoble a libéré hier Manuela González, condamnée en 2014 à 30 ans de réclusion, jugeant trop long son délai de jugement en appel. Surnommée la veuve noire de l'Isère, elle avait été condamnée pour l'assassinat de son mari. Aujourd'hui, les réactions se multiplient. Certains estiment que cette décision est incompréhensible. Nous en parlerons avec l'avocat de Manuela González, maître Ronald Gallo. Il est l'invité de ce journal. Nous irons à Châles, en Savoie. L'Institut médico-éducatif a mis en place des tablettes tactiles pour les enfants autistes. L'objet leur permet de formuler leurs demandes, mais aussi de les guider dans leurs activités. Un appareil, nous le verrons, très utile. Et puis, portrait dans ce journal de Jean Moati. Il est pour quelques semaines encore le gardien du refuge du Folies, au-dessus de Samoins en Haute-Savoie. Automne oblige, le refuge va bientôt fermer et Jean, de son côté, part à la retraite après 39 ans de bons et loyaux services. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les titres. La France lance une enquête approfondie après les révélations de tricherie de Volkswagen. Le constructeur allemand a reconnu que 11 millions de véhicules dans le monde étaient équipés du logiciel de trucage au test anti-pollution. Le scandale secoue l'ensemble du secteur. Les Français PSA et Renault tentent d'éviter l'amalgame. Et puis la France réduit un peu ses inégalités. L'INSEE montre qu'en 2013, les écarts de niveau de vie ont diminué entre les plus riches et les plus pauvres. Des données positives que ne ressentent pas forcément les Français dans leur quotidien. On l'a donc appris hier, Manuela González a été libérée sur un vice de procédure. Cette femme de 54 ans avait été condamnée à 30 ans de réclusion pour le meurtre de son dernier mari, dans des conditions rappelant étrangement l'intoxication de 4 autres de ses compagnons, d'où ce surnom, la veuve noire. Aujourd'hui, les réactions se sont multipliées après l'annonce de cette remise en liberté. Damien Borelli, Dominique Bourget. Voilà, nous verrons le sujet juste après l'interview que nous commençons donc avec Maître Gallo. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de Manuela González. Comment a-t-elle réagi après l'annonce de sa remise en liberté ? Très soulagée, puisque dans les dernières semaines, elle éprouvait vraiment une grande douleur, un désarroi, ne comprenant pas qu'ayant fait appel, elle ne soit pas encore jugée après 17 mois d'attente s'agissant du premier jugement. Ce n'était pas sa première demande ? Ce n'est pas sa première demande, non. Elle a déjà fait des demandes de mise en liberté au motif que ce délai était déraisonnable. Il était déjà déraisonnable, à mon sens, il y a déjà 17 mois avant qu'elle ne soit jugée, puisque devant la Cour d'assises, j'avais déposé des conclusions afin que la Cour constate le caractère déraisonnable de cette détention provisoire. Cela avait été rejeté. Rejeté parce qu'on lui imputait une partie de la responsabilité du caractère déraisonnable, puisqu'elle se défendait. Elle faisait des recours, elle a fait un pourvoi en cassation. Et donc, on lui imputait une part de responsabilité de ce caractère déraisonnable de la détention. Et là, depuis 17 mois, elle ne faisait rien d'autre qu'attendre. Alors pour autant, les avocats de la partie civile estiment que cette décision est incompréhensible. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes, et notamment des membres de sa famille, puissent dire aujourd'hui « on ne comprend pas ». Alors, que les membres de la famille, que le fils de M. Cano ne comprennent pas, parce qu'il éprouve une douleur inexpugnable, oui, mais que des gens autour de cette personne, dont ses conseils, et notamment l'un d'entre eux, viennent soutenir qu'ils ne comprennent pas la justice, alors qu'il ne s'agit que de la stricte application de la loi, qu'ils ne comprennent pas que nous sommes dans un état de droit, que nous sommes dans la stricte application d'une règle jurisprudentielle posée par la Cour européenne des droits de l'homme, reconnue par la Cour de cassation, consacrée par le Code de procédure pénale, qui ne comprennent pas, lui ou eux, qu'il s'agit là d'une décision honnête, respectueuse des exigences légales, là, je ne comprends pas. On devrait tous se satisfaire de cette décision. Alors, maître, on a eu un petit souci technique, mais je vous propose de regarder le reportage justement qui a été fait, notamment avec les interviews des avocats de la partie civile, et on en reparle juste après. On regarde. Le 18 avril 2014, la Cour d'assises de Grenoble condamnait Manuela González à 30 ans de réclusion pour l'assassinat de son dernier mari, Daniel Cano.
Le 22 juillet 2015, son avocat, Maître Gallo, dépose une demande de remise en liberté. Hier, la Cour d'appel lui a donné raison. C'est une surprise, oui et non. C'est une surprise parce que le délai raisonnable, je l'ai invoqué d'ores et déjà à plusieurs reprises avant cette décision. Mais néanmoins, si on se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne, ce n'est pas une surprise, c'est la juste application de cette jurisprudence. Pour la famille Cano, partie civile lors du procès, la nouvelle est dure à encaisser. Ça provoque beaucoup de colère, en tout cas, chez les parties civiles qui ne comprennent pas qu'une personne qui a été reconnue coupable de tentative d'assassinat sur leur père, leur frère, condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, soit aujourd'hui dehors. Personnalité hors norme, Manuela González, 54 ans, a été surnommée la veuve noire de l'Isère en raison d'un passé sulfureux. En octobre 2008, Daniel Cano était retrouvé mort carbonisé dans son véhicule près de Grenoble. Dans les années 80-90, 4 des anciens compagnons de Manuela González avaient été victimes d'intoxication suspecte. 2 étaient décédés sans que sa responsabilité ne soit établie. On a une peine qui est très importante. Le risque de fuite est donc partant très important lui aussi. Donc c'est prendre un risque que de mettre Madame González en liberté. Il y a un risque de pression à la fois sur la famille Cano mais également sur les membres de la famille de Mme González. On sait qu'elle a une personnalité très particulière, qu'elle a une emprise sur sa famille. Donc le risque de pression est important. Donc compte tenu du contexte, ce délai de 17 mois qui peut paraître objectivement important, me semble-t-il, ne pouvait justifier dans ce dossier la mise en liberté de Madame González. Le parquet général qui s'était opposé à cette mise en liberté en prend acte aujourd'hui. Il faut en prendre acte et faire en sorte que ce dossier soit jugé rapidement. Et c'est pour cela que nous allons très vite, avec le Premier président, faire fixer cette affaire devant la cour d'assises de la Drôme pour qu'elle soit jugée, je le pense, au tout début de l'année prochaine. À Valence, Manuela González comparaîtra libre, une liberté toute relative puisqu'elle encourt la condamnation à perpétuité. Maître, entendu dans ce sujet, l'avocate des parties civiles craint que votre cliente puisse partir. Est-ce que c'est envisageable ? Alors, c'est d'autant plus surprenant ce type d'argument parce qu'il n'a pas été soulevé à l'occasion du débat dans la chambre de l'instruction. L'avocate qui vient de s'exprimer au nom de M. Cano était présente à l'occasion du débat et n'a pas soulevé le risque de fuite de ma cliente. Est-ce que c'est un risque envisageable, maître ? Je ne le pense absolument pas. Alors, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas expliquer cette décision à la famille Cano, qu'elle ne le comprenne pas, oui, mais que son avocat ne soit pas à même d'expliquer que c'est la loi, ça, je ne le comprends pas. Quand on dit qu'il y a des risques de fuite, ils sont établis par quoi? Alors que madame est restée libre pendant 18 mois, alors qu'elle était soupçonnée de 2008 à 2010, libre, soupçonnée, sans jamais manifester quelques risques de fuite. Est-ce qu'il n'y a pas un engorgement des tribunaux quand même ? Parce que là, manifestement, je suis surpris par les explications de monsieur le procureur général qui vient vous dire qu'il va faire fixer aujourd'hui très rapidement ce dossier, alors que, semble-t-il, il l'aurait oublié pendant 17 mois. Mais ce n'est pas 17 mois la durée déraisonnable. C'est encore une erreur de l'avocate de la partie civile. C'est 5 ans et 3 mois la durée déraisonnable. C'est celle de la détention provisoire à partir du 25 mars 2010. Donc quand on fait des erreurs de compréhension d'un dossier, je conçois qu'on ne puisse pas l'expliquer aux parties civiles. Merci beaucoup, Maître Gallo, d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Plusieurs personnes ont été interpellées après le décès d'un jeune homme blessé par balle dans le quartier Tesser de Grenoble. Dès le début de l'affaire, la piste d'un règlement de compte sur fond de marché de la drogue avait été évoquée. Article complet à lire sur notre site internet France 3 Alpes. La préfecture de la Haute-Savoie a autorisé la semaine dernière l'abattage de 200 à 250 bouquetins dans le massif du Bargy. Il s'agit toujours de lutter contre une maladie, la brucellose. Plusieurs associations de défense de la nature s'opposent à cette décision. Sur le terrain, le recensement des bouquetins a commencé. Reportage Ingrid Panet-Duparc et Serge Vorette. Ils sont arrivés vers 6h30 ce matin au col de la Colombière. Objectif, suivre des yeux ceux qui suivent du bout de leur fusil, selon eux, les bouquetins du massif. On a vu au moins 6 gardes là-haut, au Petit Bargy, là où on était. Et sur les 6, je pense qu'il y en avait 4 avec des armes, mais je ne pourrais pas le certifier. Ça, il me semble en voir 2 sans armes surtout, plusieurs avec des armes. Vous n'avez pas entendu de tir ce matin? Pas de tir ce matin. Et, de ce qu'on a vu et de ce qu'on pense, pour aujourd'hui, il ne donnait pas cette impression de vouloir tirer aujourd'hui, mais bon, on ne sait jamais.
Il faut dire qu'ils sont un peu échaudés, les défenseurs des bouquetins. Il y a 2 ans, à cette même époque, l'État avait fait abattre près de 250 bêtes dans une opération éclair. Ils ne veulent donc plus se faire prendre de court. Le préfet de Haute-Savoie leur a annoncé la semaine dernière que tous les bouquetins seront abattus, sauf une 60aine considérés comme sains. Pas d'accord du tout sur ce plan, les écologistes. Ils viennent d'ailleurs de déposer un référé suspensif. Ce qui risque d'arriver ici avec le scénario que le préfet entend mettre en œuvre, c'est sous la pression de tir une dispersion des animaux, une dispersion de la brucellose, probablement vers le massif des Aravis. Si jamais, du fait de la dispersion de l'infection, le massif des Aravis était touché, le coût serait bien supérieur au suivi des animaux sur quelques années. En attendant que le tribunal se prononce sur ce référé suspensif, il s'agit donc pour eux d'occuper le terrain face aux agents qui étaient, selon la préfecture aujourd'hui, en mission noyau sain. Un terme on ne peut plus sibyllin. Une convention a été signée aujourd'hui entre la gendarmerie et la chambre d'agriculture de l'Isère. Il s'agit de lutter contre les vols qui se multiplient dans les exploitations agricoles. Matériel, carburant, mais aussi récolte, rien n'échappe à la convoitise des cambrioleurs dont certains agissent en bande organisée. Reportage dans la vallée du Rhône avec Xavier Schmitt et Loïc Blache. C'est la récolte des pommes golden. Guillaume Thévenas cultive plusieurs sortes de fruits sur 60 hectares. Comme beaucoup d'agriculteurs des environs, il subit régulièrement des vols dans son exploitation. Même le système d'arrosage n'est pas épargné. Des voleurs viennent casser les systèmes d'irrigation pour récupérer juste simplement la partie métallique et pour cela cassent l'ensemble du matériel et donc ça nous coûte très très cher et c'est un fléau sur le secteur. Depuis 5 ans, le producteur de fruits a déposé une bonne 50aine de plaintes. Colère et ras-le-bol. C'est sans arrêt que nos vergers sont vandalisés, volés, pillés, les exploitations, que ce soit au niveau des carburants, donc des tracteurs, le gasoil, ou des fruits qui sont volés par chapardage ou par grosse quantité. Et comme on a dit, tout le matériel d'irrigation qui est régulièrement vandalisé. Et ça commence à faire des sommes qui sont énormes sur le secteur. Le gouvernement a lancé un plan national contre ces vols. Il se déploie en Isère sous le contrôle du préfet. Il vise à renforcer les échanges d'informations entre les agriculteurs et la gendarmerie. La convention repose sur 3 axes. Mieux échanger pour mieux se connaître et au final que les agriculteurs se sentent plus protégés et soient effectivement plus protégés. Dans cet autre verger, les malfaiteurs s'attaquent aux filets anti-grêle. 300 mètres volés cet été. L'exploitant se sent de plus en plus vulnérable. On a énormément de problèmes au niveau climatique ou autre au niveau du marché. Et ça, c'est un souci en plus et qui n'est pas négligeable. Donc, il faut que tout soit fait en œuvre pour déjà arrêter l'augmentation. En 2013, dernier chiffre connu, 192 préjudices ont été déclarés en Isère. Mais beaucoup ne font pas l'objet de plaintes. Allez, on ouvre une page sociale à présent avec cette grève en Savoie. Cela concerne le CFAI, le centre de formation des apprentis de l'industrie de la mode Servolex. Selon certains employés, des problèmes seraient liés à l'organisation du travail. Il y aurait de nombreux dysfonctionnements. Reportage Cédric Lepoitvin avec Frédéric Pasquette. Deuxième journée de mobilisation devant les grilles de l'établissement pour ses salariés, formateurs mais aussi administratifs, au centre de formation des apprentis de l'industrie de la mode Servolex. Ils ont pris connaissance d'une décision unilatérale de la part de leur direction, la mise en place d'une nouvelle organisation du travail dès la rentrée fin août dernier. La direction souhaite que l'ensemble du personnel formateur reste sur site constamment. Alors qu'autrefois, il pouvait faire sa préparation à domicile, le soir ou aux heures, les week-ends également. Ça, c'est plus possible. La direction dit qu'au final, il n'y a pas plus d'heures dans l'année. Mais ce qui compte réellement aujourd'hui, c'est qu'on place des heures, on en arrive à des 6 heures de maths d'affilée, ce qui n'est pas possible. 250 apprentis sont formés dans ce centre, des élèves qui auraient pour certains démissionné face au rythme et à la surcharge de travail. Du côté des formateurs, même constat, 50% des effectifs sont en arrêt maladie. Ce formateur a entamé une grève de la faim d'une semaine, contestant une décision qu'il juge radicale. Comment voulez-vous que des formateurs qui soient 35 heures sur place, qui n'aient plus la possibilité de se ressourcer, d'aller choper des idées à droite, à gauche, puissent être vraiment impliqués devant les apprentis?
Si on fait 32 heures de face-à-face par semaine, on sera fatigué, on sera usé, on sera blasé nerveusement et on ne supportera plus les apprentis. Contactée, la direction explique que des difficultés de financement et une décroissance du nombre d'élèves depuis 2014 a motivé cette réorganisation soudaine. Les inspections académiques et du travail ont donné raison aux grévistes. Demain, ils se rendront en préfecture de Savoie et se feront entendre auprès du rectorat. Et puis à Grenoble, le magasin est toujours fermé au public. Le magasin, c'est le Centre national d'art contemporain. 6e jour de grève pour les salariés. Ils réclament le départ de leur directeur, notamment pour des raisons de souffrance au travail. Regardez le reportage de Maxime Vanoudendik. Le dialogue est rompu au magasin. 11 salariés sur 15 sont en grève pour réclamer le départ de leur directeur, Yves Aupetit-Allot. Ils dénoncent une mauvaise gestion du Centre national d'art contemporain et une ambiance de travail dégradée. On se retrouve dans une situation où ça devient très compliqué de travailler. On est dans une sorte de flou généralisé qui rend les choses très compliquées. Donc il y a d'une part des départs de salariés en souffrance et d'autre part une désorganisation générale qui rend impossible toute anticipation et toute rationalisation du travail au quotidien. Les salariés soulignent aussi une mauvaise gestion financière. L'an dernier, c'est même une vente aux enchères exceptionnelle qui sauve le magasin et lui évite la cessation de paiement. Les comptes sont dans le rouge depuis plusieurs années. Le centre d'art enregistre 40 000 € de déficit en 2013, 59 000 € en 2014. Les grévistes dénoncent l'absence d'anticipation dans l'organisation des expositions. Si on décide d'inviter 2 artistes au dernier moment, nous on est un centre d'art qui produisons des œuvres. Ces œuvres, on doit trouver des matériaux, etc. pour les produire. Si on n'a pas le temps de faire des recherches pour trouver les meilleurs matériaux au meilleur prix, forcément ça coûte plus cher. Le directeur n'a pas souhaité s'exprimer sur notre antenne en raison d'une procédure judiciaire. Il a saisi le tribunal des prud'hommes pour réclamer la résiliation de son contrat de travail et obtenir des indemnités de départ. Peu importe la manière pour les salariés du magasin, tant que le directeur part. C'est un usage à la fois inattendu et utile des nouvelles technologies. À l'Institut médico-éducatif de Chasles, en Savoie, des jeunes atteints de troubles liés à l'autisme utilisent des tablettes tactiles. Déployées depuis quelques mois, l'objet trouve déjà de nombreuses applications dans leur vie quotidienne. Reportage Cédric Picot avec Dominique Bourget. Très bien, Cédric. Les joies de la communication. Depuis quelques mois, Cédric et Charlotte utilisent la synthèse vocale de leur tablette à l'heure des repas. L'objet permet à ces jeunes autistes de formuler leurs demandes. Il y a un petit peu plus d'échanges. Après, c'est vrai qu'on peut être avec Charlotte qui fait une demande et Cédric qui en fait une autre en même temps. Donc forcément, il y a un peu d'attente. Mais c'est vrai qu'il y a de l'échange sans arrêt. Voilà, il en a fait une. Il va lui servir son ketchup. La tablette reprend le système de pictogramme déjà utilisé pour communiquer avec les patients atteints de troubles du langage. Faire son lit. Je mets le drap du dessous. Mais la synthèse vocale n'est pas sa seule application. Je mets les couettes. L'objet permet aussi de guider les jeunes dans leurs activités. Je mets les couettes. Pour Cédric, bon nombre des actes du quotidien sont désormais séquencés. Ah, c'est plus que performant pour le brossage de dents, par exemple. Moi, la fois où j'ai vu où il était vraiment autonome, il n'avait plus besoin de moi, c'est quand j'allais revérifier s'il se brossait bien les dents, il me faisait signe souvent de la main, comme un ado qui dit bah, « j'ai pas besoin de toi, tu peux sortir de la pièce ». Le chien, il est où le chien? Très bien. Communiquer, agir, mais aussi se divertir. D'habitude, ces enfants sollicitent continuellement les adultes. Mais lorsque les tablettes apparaissent, ils prennent un moment pour eux-mêmes. Jouer leur permet de maintenir leur attention tout en exerçant leur capacité cognitive. Pour faire un jeu. C'est ce qu'on appelle la gestion du temps libre. Alors ça peut être faire du dessin, un puzzle ou toute autre chose. Mais en tout cas, la tablette propose une telle quantité d'outils que les enfants peuvent passer d'une activité à une autre en toute indépendance finalement, sans que l'adulte intervienne. Donc ça, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais avec le même. Depuis cette rentrée, à l'Institut médico-éducatif de Chasles, la tablette est aussi utilisée dans l'apprentissage. Vache, dis vache, c'est vache,
Une application spécialisée guide les séances. Un profil personnalisé permet de mieux cerner les besoins de chaque jeune et de mieux suivre son évolution. C'est très riche parce que ça, en plus, ça survole beaucoup d'items. Donc là, on en est à la pratique, au tri, etc. Mais peu à peu, on arrive aussi vers des notions plus scolaires et qui font qu'après, on a vraiment des élèves, quoi, des jeunes en situation d'élèves. Je mouille mes mains. Pour ces jeunes, la tablette tactile n'est pas une recette miracle. Son usage raisonné doit s'adapter à chaque individu pour l'amener à communiquer et non à s'isoler. Reste que l'expérience menée ici est concluante. 20 tablettes sont déjà utilisées. Une dizaine d'autres devraient être déployées dans les mois qui viennent. Les Savoyards René et Maxime Meyer ont été sacrés chefs de l'année 2015. Le titre a été décerné à l'issue d'un vote auquel ont participé quelques 6000 professionnels. René et Maxime Meyer avaient déjà obtenu cette année une 3e étoile au guide Michelin pour leur restaurant La Bouite situé à Saint-Martin-de-Belleville. En cette deuxième moitié de septembre, les refuges de montagne ferment les uns après les autres. Au refuge du Folie, au-dessus de Samoins, en Haute-Savoie, cette fermeture a une saveur particulière car elle correspond à la dernière saison de son gardien. Il part à la retraite après 39 ans de bons et loyaux services. Françoise Gué et Dominique Sommet. Depuis presque 40 ans, monter au refuge du Folie, au-dessus de la vallée de l'Arve et du Gifre, c'est retrouver Jean, son fidèle gardien. Le refuge et Jean, une longue histoire d'amour, écrite complètement par hasard. Premier et seul refuge que j'ai gardé. Je faisais du delta et un copain en delta m'avait dit qu'un refuge était en construction à Samoins. Donc dès le lendemain, je suis monté, c'était le 5 septembre 1975, puis ça a marché. À l'origine, c'était un petit chalet en bois. 2 avalanches plus tard, le bâtiment est reconstruit, plus grand, plus haut, à 1600 mètres contre la paroi. En 2001, le refuge s'agrandit, gagne en confort, douche, petite chambre. La clientèle change, moins d'alpinistes, plus de randonneurs. Le gardien s'adapte. Je ne suis pas contre, c'est normal, hein, la société a évolué. En bas, on a plus de confort chez nous. Hein. Quand j'étais gamin, ma mère, elle nous donnait un bain par semaine à la maison. Maintenant, on n'imagine pas de ne pas prendre une douche tous les jours. Donc tout a changé. Il faut peut-être faire attention à ne pas aller trop loin quand même. Salade du potager, petits plats mijotés. Aujourd'hui, Jean et son équipe passent la moitié de leur temps dans la cuisine. Au départ, ils savaient à peine faire une omelette. À l'époque, on faisait, dans un refuge, on faisait des soupes en sachet, on faisait des omelettes, on faisait des plats vraiment simples, des purées mousselines, des choses comme ça. On imaginerait plus faire la même chose. Les gens, s'ils prennent une demi-pension en refuge, c'est pour avoir une restauration d'une certaine qualité. Décennie après décennie, le paysage, lui aussi devant le refuge, évolue. On était au milieu d'un alpage, il n'y avait pas un arbre du tout. Et en 40 ans, oui, la forêt est montée d'au moins 200 à 300 mètres. Autrefois, on avait la neige autour du refuge jusqu'à début juin. Et maintenant, de plus en plus, à début mai, il n'y a plus de neige du tout. Refuge du Folie, bonjour. En mai prochain, après la trêve hivernale, ce n'est plus Jean qui répondra au téléphone. À 63 ans, après 39 années dans ce petit coin de montagne, le gardien passe le flambeau, la larme à l'œil, mais la tête pleine de projets. J'ai passé des années à regarder les gens partir en montagne, à ce que ça me fasse envie, donc j'ai plein de projets en montagne ailleurs. Et puis aller voir d'autres refuges. Mais avant de tourner pour la dernière fois la clé de son refuge, Jean restera là-haut jusqu'au 4 octobre. Culture pour le lancement du festival Bel Air à Chambéry ce soir. 2 grands noms du piano, les sœurs Katia et Marielle Labec. Elles se produisent à l'Espace Malraux pour soutenir un festival en pleine renaissance. Le jeune pianiste Bertrand Chamaillou est désormais à la direction artistique du festival après Renaud Capuçon. Jean-Christophe Soulary, Vincent Abran et Hervé Cadet-Petit. C'est une des rares partitions pour piano et percussion, cette sonate de Béla Bartók. Une œuvre électrique, intense, tout ce qu'aiment les sœurs Katia et Marielle Labec. Ce duo mythique de la musique classique et contemporaine n'est pas venu là pour le cacher, il n'y en a pas, mais par amitié et l'envie de faire bouger les choses.
Ce qui nous intéresse, c'est de soutenir le travail que fait Nicole Chalmin et Bertrand Chamaillou, qui est un travail merveilleux et qui est très peu soutenu dans la région. Enfin, la région ne soutient pas, la ville ne soutient pas. Donc voilà, c'est notre façon à nous de soutenir ce travail-là. Alors, avant le concert, les sœurs virtuoses travaillent sans retenue, cherchant la plus belle couleur, le meilleur ton pour ce dialogue entre percussion et clavier. Le mélange des genres, des univers musicaux, c'est tout le propos de Bertrand Chamaillou, le directeur artistique de Bel Air. Ces deux femmes que je trouve d'une jeunesse incroyable, on dirait jeunes filles. Dans leur tête, elles ont 20 ans, vraiment. Et vous avez pas mal de gens, en tout cas, qui ne sont pas du tout dans cet esprit-là. Et nous, on veut montrer une autre facette de ce qu'est normalement ce qu'on considère être la musique classique. On veut montrer qu'on est des gens et on est des musiciens avant tout de notre époque et qu'on parle un langage vivant. Alors, durant toute la semaine, la musique inondera la ville de Chambéry, de Pierre Boulez demain au jazzman Yaron Herman samedi, en passant par l'organiste Olivier Latry jeudi. Chaque partition jouée est un Bel Air. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpe.france3.fr. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despins. Passez une très belle soirée.